Mais si t'as pas écrit ce mail, c'est toi l'incompétent. Ouais, bah c'est clair. Parce que tu lui aies dit 3 fois, il s'en cogne. Lui, il s'en rappelle pas. Lui, il est juste dans l'émotion, il se rappelle ce qu'il veut, ouais, voilà, c'est ça. Et c'est normal, c'est un humain. L'humain, il a la mémoire qui twist hyper vite. C'est pas forcément, ah oui, pendant 1 an ou 2, tu te dis, non mais il est complètement de mauvaise foi, non mais elle est complètement de mauvaise foi. Et à un moment, tu peux pas dire que tout le monde est de mauvaise foi. Enfin, tu vois, le monde entier n'est pas de mauvaise foi. Le monde entier est par contre humain, et si t'as pas bien amené les choses, que t'as pas bien expliqué, c'est toi qui as pas assez bien expliqué, et c'est à toi de te responsabiliser en tant que chef d'orchestre. Avant que l'épisode ne commence, je voulais te parler de notre partenaire du jour. Si t'es architecte d'intérieur, tu le sais aussi bien que moi. Lors du suivi de chantier, chaque détail compte, chaque minute est précieuse. Gérer un chantier, c'est aussi jongler avec 1000 détails, suivre les avancées, coordonner les équipes, communiquer avec précision. Toujours quand j'échange avec des architectes d'intérieur, et sincèrement pour le vivre moi-même en formation, on peut vite se laisser submerger quand on n'est pas outillé et perdre un temps vraiment précieux. C'est vraiment l'un des aspects les plus difficiles de ce métier. C'est la raison pour laquelle je te parle d'ArchiReport aujourd'hui. Cette application va vraiment te faire gagner du temps en simplifiant tout ton suivi de chantier. Prendre des notes, des photos, sur ta tablette, ton smartphone, gérer des rapports automatisés et des plannings pour suivre l'avancée de ton chantier. C'est ce qu'elle propose, et encore tellement d'autres fonctionnalités qui vont vraiment changer ta manière de travailler et surtout te faire gagner un temps précieux, car on le sait, en archi d'intérieur ou en décoration d'intérieur, le temps, c'est vraiment de l'argent. Pour toi, aujourd'hui, en tant qu'auditeur de Secrets d'Archi, ArchiReport t'offre 30 jours d'essai gratuits et 15% de réduction sur ton premier abonnement annuel avec le code Secrets d'Archi. Tu verras, je te mets tout en description sous la vidéo. Pour en savoir plus et rejoindre les nombreux architectes d'intérieur et décorateurs d'intérieur qui ont déjà rejoint l'application, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Et maintenant, je te laisse apprécier ce nouvel épisode. Je suis vraiment contente de te recevoir. Puis pour le coup, de toute façon, on aura le temps d'y venir, mais vous avez un business avec Audrey qui ne cesse de fleurir. Moi, j'ouvre mon Insta, je vous vois partout, je vois vos réels, vos stories, je vous vois dans mon feed. Il y a vraiment une omniprésence quand même d'Audrey Gabriel. On parle de vous, les gens vous connaissent. Donc c'est assez impressionnant, donc je suis vraiment contente de te recevoir. C'est gentil. Mais du coup, pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, voilà, nous dire un peu ton parcours, pourquoi l'archi d'intérieur Yes. Nous, notre parcours, on a fait une école d'archi classique qui s'appelle ITCOM, pas du tout connue au bataillon, des écoles d'archi, mais qui permettait les stages, les formations en alternance. Et donc, on a beaucoup travaillé pendant nos études. Et Audrey était plutôt du genre au premier rang de la classe, moi plutôt au dernier rang de la classe. Donc, on s'est très peu croisés, en fait, pendant nos années. On n'était pas copines. Et en fait, on a un prof qui nous a obligés à faire notre diplôme ensemble, qui était hyper complémentaire. Et comme on bossait en freelance aussi à côté de nos jobs respectifs, on s'est appelé à l'aide mutuellement pour des projets qu'on faisait en auto-entrepreneur, et on était hyper complémentaires. Un projet, puis l'autre, et ça s'est enchaîné. Et on a monté l'agence, donc Audrey et Gabriel, qui, c'est pas très créatif, mais on essaye d'être plus créatif dans notre travail au quotidien, et qu'on est en train d'ailleurs de contracter en AEG. Parce que comme on a ouvert la branche à Dubaï, ils savent absolument pas dire Audrey et Gabriel. Ah oui, du coup ANG. Donc on a fait ANG. Ce sera plus simple. On est en train de le compacter. Donc, mais c'est vrai que sur le super tote bag que tu m'as donné, en effet, c'est ANG. Ouais. Exactement. Et ça fait plusieurs mois déjà que le logo est hyper compacté, et que les gens, en fait, je pense, trouvent ça lent et long, Audrey et Gabriel. Et donc du coup, ils disent AEG, ou dans les mails, ils nous mettent @AEG, tu vois. Donc on s'est familiarisé avec le sujet, et c'est en train de devenir AEG. Voilà. D'ailleurs, t'es la première personne avec qui je le dis de façon officielle. Un exclu. Ah bah, trop bien. Voilà, j'ai choisi le moment. Voilà, et on a monté l'agence donc il y a 7 ans, en 2016, et depuis, on s'est beaucoup laissé porter par les opportunités, les rencontres. On a été très curieuse de rencontrer des gens différents, de milieux différents, et d'essayer de concevoir un peu pour chacun les besoins. Et au fur et à mesure, l'agence a pris de l'ampleur un peu malgré nous, sans vraiment qu'on cherche à ce que ce soit le cas, en tout cas jusqu'à un certain moment. Et effectivement, on a recruté assez vite une community manager
D'où notre présence assez récurrente sur les réseaux. Bah, elle est bonne en tout cas, elle fait bien son travail. Alors c'est plus la même parce qu'elle est passée décoratrice. Ok. Ouais, en fait elle s'est pris de passion pour la déco au début. Elle a fait son alternance avec nous en tant que community manager. Et elle, en fait, à force de regarder, on s'est rendu compte qu'elle était hyper douée pour la déco. Et elle avait vraiment un œil particulier. Donc, on s'est dit, ouais, community manager versus direction artistique pour certains projets. Et puis, en fait, au fur et à mesure, elle a commencé à vraiment apprendre tout le jargon, à vouloir être au contact de clients et tout ça. Donc, on a recruté une autre community manager qu'elle a formée. Donc, elle était community manager versus commencer à être chef de projet déco. Sans technique, donc du coup on la lie quand même à une archi HMO qui elle fait toute la partie structurelle, suivi chantier, entreprise, etc. Et elle toute la partie direction artistique. Et on a une autre community manager maintenant qui gère cette partie-là. Okay. C'est un très bon résumé de l'agence, c'est le bordel, mais chacun trouve sa place. Il n'y a pas de ligne directrice, c'est que du feeling. Tu vois, en tout cas, ça a l'air de marcher. Ah oui, finalement, non, c'est très très bien. Tu vois, mais les gens qui sont hyper sortis école de commerce ou finance, etc., ils se disent, tu vois, on n'a jamais fait un business plan, on n'a jamais fait de plan à plus de 6 mois. Voilà, et on a vogué en fonction un peu des rencontres et des opportunités des gens et de la vie, quoi. Ah, mais l'opportunisme, ça a du bon. Hein. Ah ouais, non, mais et puis il faut faire confiance. Nous, on fait vraiment confiance à la vie sur les sujets qui nous sont amenés. Bon, c'est une assez mauvaise expérience entrepreneuriale dans le sens où on n'a jamais cherché à avoir un projet, cherché à avoir quelque chose. On a eu beaucoup de chance aussi en facteur de développement. Tu penses que c'est de la chance ? Je pense que tu as un facteur chance qu'il ne faut pas minimiser. Alors, j'entends dire, les hommes, ils disent jamais ça, les femmes, elles disent toujours que c'est de la chance, etc. Je sais, c'est pas bien. Hein. Mais c'est ce facteur-là, homme ou femme, je pense, dans l'entrepreneuriat. Il y a quand même une conjoncture économique. Oui, ça, c'est clair. Il y a une conjoncture d'opportunités qui se met en place dans son entourage propre, dans les gens qu'on rencontre, dans la santé qu'on a. Enfin, voilà, il y a plein de... Je pense qu'il y a plein de sujets qu'on provoque. Hein. La chance se provoque, bien sûr, mais je pense qu'il en faut un peu pour aller vite et au bon endroit, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Et justement, vous êtes arrivé dans un marché qui est quand même hyper concurrentiel. Moi, mon prof, il nous répète tout le temps, vous ouvrez un tiroir, il y a 20 archis qui en tombent. Comment vous avez fait C'est vrai, comment vous avez fait, du coup, pour faire votre place surtout que maintenant, en plus, vous êtes dans le vraiment haut de gamme. Vraiment, je sais pas. Les opportunités, les premiers projets. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup bossé. Ouais. Enfin, tu vois, je pense qu'on n'a pas calculé nos horaires ni nos honoraires. On a beaucoup bossé gratuitement. On a beaucoup bossé tout court. On a beaucoup donné notre personne pendant, je pense, 3 ans, vraiment, sans compter. Et 2 ans et demi, 3 ans. Et que ça a payé, en fait. C'est tout. Et le bouche à oreille a fait que les gens avaient envie aussi de nous donner notre chance, de nous recommander. Et après, la mise en place des réseaux sociaux. Voilà. Ouais. C'est venu plus tard, les réseaux ou non, direct, vous avez lancé Ah non, on était nuls. Nuls. Audrey, elle n'avait même pas Instagram. Moi, je ne savais pas faire de story. C'était vraiment... Non, c'est une stagiaire qui nous a dit... Non, mais vous n'avez pas Instagram alors que vous avez un métier d'image, c'est pas possible. On s'est dit OK, alors on se fait engueuler. Donc du coup on a pris une. Nous on écoute les gens. On préfère embaucher des gens meilleurs que nous, qui ont des meilleures idées. On est hyper ouverte aux suggestions de la part de notre équipe, qui en a beaucoup. Et je pense qu'on en écoute beaucoup aussi. On n'a pas vraiment les idées arrêtées. Donc ça, je pense que c'est un facteur aussi de développement. Ouais. C'est quand on nous propose un truc, on s'en fiche que ça foire. Enfin, tu vois, il y a quand même plein de... C'est ça, le fait d'être entrepreneur aussi, c'est que tu essayes des choses et puis si ça rate, tant pis. Mais quand on te suggère quelque chose, c'est pas idiot. Et même si toi, tu vois pas l'objet d'intérêt, moi, les réseaux sociaux, je trouvais ça nul. Je pensais que ça attirait des gens nuls, des gens trop jeunes qui pourraient avoir des apparts. J'étais pas du tout consciente de l'effet boule de neige que ça avait. Parce que, ouais, justement, du coup, vous n'aviez pas les réseaux avant, donc vous aviez votre clientèle... bouche à oreille. Ouais, le bouche à oreille. Et aujourd'hui, c'est 50-50 ou ça vient plus des réseaux ou
Votre canal d'acquisition, c'est lequel On a eu beaucoup de clients déjà maintenant. Donc, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de recommandations de la part de nos clients. Puis, c'est la meilleure carte de visite. C'est quand des clients invitent des copains à dîner et qui disent « Waouh, votre appart, c'est canon !» et qui leur disent « Ouais, ça s'est trop bien passé, les archis, elles étaient hyper sympas. » Vraiment très compétentes. Non, mais tu vois, en fait, t'as 90% de chances de signer ce client quand il tape à ta porte parce que il a déjà la garantie que t'es compétent, que t'es sympa, que tu vas pas lâcher le truc, que tu t'es hyper investi. Donc ça fait boule de neige en fait. Il y a ça et il y a les réseaux sociaux. Je maintiens que les réseaux sociaux, c'est très chouette en termes d'image, de notoriété. Alors, les gens, ils sont là, t'as 50 000 followers sur Instagram, ils ont l'impression que t'es une star et qu'on te reconnaît dans le métro. C'est arrivé que 2 fois. Ah, on t'a quand même reconnu 2 fois. J'étais très gênée. T'es Audrey ou Gabrielle, parce que les gens, du coup, savent pas laquelle. Audrey ou Gabrielle qui fait de la déco. Oui, tout à fait. Oh. C'est moi. C'est très gênant. Après ton trajet dans le métro, tu vas genre... Puis la personne te regarde. C'est ça, et tu commences à papoter. Mais c'est rigolo. Et dans le sauna aussi, à la salle de sport. C'est énorme. C'était une archi. Ok, donc là, quand même. Non, mais quand on est archi et qu'on suit du coup les archis, c'est sur l'algo, il nous propose votre page. On vous voit vraiment partout. Insta, il vous aime bien. Insta nous aime bien, c'est bon, on est. Ou une bonne community manager, mais il y a un truc. C'est clair. Ah là là. Bah ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça t'apporte quand même énormément de sollicitations. Le plein temps de la community manager, il n'est pas de trop. Vraiment. Donc, non seulement de répondre à tout le monde, de répondre aux commentaires qui ne sont pas tous forcément brillantissimes, tu vois. C'est quand même beaucoup du small talk pas dingue et qui prend du temps. Après, c'est chouette de le faire, même en termes d'image, c'est hyper important. Alors, il y a des côtés hyper enrichissants sur le fait de s'entraider entre archis, notamment, de pouvoir échanger, d'échanger des capacités de visibilité sur des showrooms, des choses comme ça, le titre informatif, découvrir des nouveaux fournisseurs, ça c'est canon. Mais la partie acquisition client, c'est pas c'est pas la plus grande sur Instagram. T'en as, bien sûr, mais t'as aussi plein de gens qui viennent te voir en te disant j'ai 150 mètres carrés à 2 heures de Paris que je veux refaire pour 35 000 €. Tu vois. En fait, les gens ils se rendent pas compte de ton cœur de marché, de ta cible, si c'est adapté ou pas, comme c'est ouvert vraiment à tous. Ouais. Et c'est à la fois génial dans ce sens-là, mais toi, en tant que professionnel, tu peux passer une demi-heure au téléphone avec quelqu'un qui va te dire à la fin d'une demi-heure un truc qui n'est pas du tout compatible avec la réalité de ton terrain. Ouais, c'est vrai que c'est le souci des réseaux. Mais c'est marrant parce que ça dépend peut-être aussi du secteur dans lequel tu es. Mais par exemple, Audrey Deverne, elle a 80% de sa clientèle qui est sur Insta. Parce que moi aussi, je me disais, mais sur Insta, t'as vraiment tout et n'importe quoi. Et des personnes, justement, qui se rendent pas compte, comme tu disais, du métier. Et du coup, j'avais vraiment ce truc de... c'est un canal d'acquisition qui, peut-être, finalement, est pas si bon que ça quand t'es archi d'intérieur. Parce que les gens, ils contactent et ils te demandent ils demandent à te payer... 1000 balles, tu vois, le projet. Mais et en fait, c'est peut-être en fonction des secteurs. En tout cas, vous, c'est plus le bouche à oreille. Quoi. Alors après, il y en a peut-être qui viennent d'Insta et on le sait pas. Ils passent directement par notre site. Après, c'est vrai qu'on demande. Et en fait, les gens, quand ils viennent par recommandation, ils te le disent tout de suite. Ouais. Oui, j'ai vu l'appart d'un tel. Alors que par Insta, ils te le disent pas forcément. Ouais, mais sur notre site internet, on a quand même pas mal de flux. Peut-être qu'il y en a qui viennent d'Insta, effectivement. Et un autre canal d'acquisition, alors il n'y en a pas beaucoup, mais celui qui vient est hyper qualifié, c'est LinkedIn. Ah oui ? Et pour le coup, c'est vraiment des chouettes projets, bien en phase avec ce que tu proposes, avec... ta proposition de valeur, qui est déjà au fait de tout ça, qui sait aller chercher les bonnes infos et qui arrive en fait déjà avec un cahier des charges assez ficelé. Tu vois. Donc ça, tu gagnes un petit temps là-dessus et t'as un vrai marché. Ouais, puis de toute façon, sur LinkedIn, je pense qu'il faut être honnête aussi. Les personnes qui sont sur ce réseau, c'est des CSP+, en général. Oui. Donc, évidemment...
Voilà, c'est une clientèle quand même qui est plus qualifiée que sur Insta où le mec est tombé sur ton réel, il aimait bien ton travail. Et voilà, quoi. Non, c'est clair. Ok. Et pour toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'être à deux ou toute seule en agence? Est-ce que vous avez cette force d'être deux? Je pense que c'est qu'une force d'être Ah ouais? deux. Ok. Ouais. Je n'ai jamais compris, Audrey non plus, comment on pouvait faire une agence tout seul. Ok. J'ai une admiration sans borne pour ceux qui y arrivent, hein, vraiment. Mais non, nous, c'est... on s'est mutuellement toujours dit que l'une sans l'autre, en tous les cas, pas du tout le même kiff d'expérience, quoi. Vraiment... non, je sais pas, il y en a une pour taper sur le museau de l'autre quand l'autre déconne. Il y en a une pour lui dire « Allez, t'inquiète, ça va aller » quand il y en a une qui a peur. Tu vois, t'es toujours en train de t'équilibrer mutuellement, de t'encourager, de te tirer vers le haut, d'aller puiser dans tes forces quand l'autre est en faiblesse. Tu vois, c'est des vases communicants qui, pour nous, sont nécessaires. Donc, les points faibles d'être à deux, T'en vois pas, quoi. Non. Et artistiquement, pareil. Ouais, c'est ce que on je veux n'aime dire, pas les du tout les projets. mêmes choses. Ok. Donc du coup, Et les c'est projets, génial. vous les faites séparément ou non, en même temps, mais vous mutualisez? On se met des vétos. Ok. On se mettait des vétos au début en se disant ah non, c'est dégueulasse ce que t'as fait. Mais c'est hyper fluide, t'es associé, t'es un mariage, tu te dis les choses, tu vois, tu te dis ah non mais moi clair. je peux pas vendre ça à un client. Ouais. Et de l'autre façon t'as l'autre qui te dit non mais attends, t'as vu ce truc, c'est quoi cette couleur, c'est abominable. Et en fait tu grandis comme ça dans l'opposition en te disant alors c'est pas du tout puis on n'a jamais discuté un veto que l'autre disait, tu vois, on s'est toujours dit ok bah elle aime pas. Et en fait on a trouvé des solutions, des compromis de design ensemble, et c'est ça aussi qui nous a permis beaucoup et qui nous permet aujourd'hui de nous adapter à différents chefs de projet qu'on recrute. Et on fait la même chose, on ne recrute que des chefs de projet qui ont des directions artistiques un peu à elles-mêmes, propres, différentes. Tu vois, on a des chefs de projet vraiment qui ont des pattes différentes dans lesquelles on vient implanter nos pattes mutuelles. Et elles arrivent à dupliquer, du coup, la leur, en la conservant avec celle que nous, on essaye d'insuffler à l'agence. Parce que du coup, quand vous recrutez, vous demandez des portfolios ou vous basez sur un CV, ça dépend. Portfolio. Ouais. CV. Ouais. Si, Audrey, elle adore recruter des gens qui ont fait de la pâtisserie. Elle est maligne. Alors, non pas pour en manger, mais parce qu'elle trouve que ce sont forcément des gens sympas et généreux et que ça va se voir dans leur projet. Et ben, non, mais figure-toi C'est vrai que c'est assez vrai. C'est énorme. Comme critère de recrutement, j'avais jamais. Je te jure, elle regarde ça dans les centres d'intérêt et tout. Elle à chaque fois. Non, mais elle a fait de la pâtisserie quand même. C'est pas utiliser AutoCAD. Il faut être gentil, mais. Ok, ah ouais, énorme. Non, ouais, donc du coup, c'est vraiment à la marge. Ouais. Si, moi, je regarde beaucoup les jobs étudiants. Tu vois, s'il y en a qui ont bossé pendant leurs études, ceux qui ont bossé pendant leurs études. En archi ou pas forcément juste. Ah non, pas du tout. Test d'accueil, chez McDo, je m'en fiche, mais ceux qui ont bougé, qui se sont bougés pendant leurs études et qui ont un peu décidé d'être autonomes. Je trouve que c'est un bon indicateur aussi sur la capacité à être volontaire, à entreprendre, à être force de proposition, etc. Ouais, non, c'est clair. Après, chaque règle a ses exceptions. Hein, mais bon, ça, c'est un peu nos critères. Et vous voyez une distinction, ou peut-être pas, entre ceux qui sortent d'école et ceux qui sont issus de la reconversion? Parce que c'est vrai que souvent, quand on se reconvertit, on peut se dire qu'il y a la maturité de la personne derrière parce qu'elle a eu d'autres jobs avant. Et celui qui sort d'école, il a toutes les cartes parce qu'il fait une formation quand même qui est longue. Ou non, ça se voit pas finalement sur le terrain. Même mindset. Ah ouais, ok. Complémentaire. Okay. Tu vois, c'est pareil, tu as des sorties d'école qui savent hyper bien gratter les logiciels, qui ont envie d'apprendre, donc qui vont avoir une certaine
malléabilité. Oui. Et qui vont être assez malléables. On va pouvoir couper ça. Oui. Non, des sorties d'école qui vont plutôt être malléables, tu vois, et qui vont vouloir tout apprendre, puiser, vraiment s'inscrire dans une équipe qui va leur apporter des skills qu'ils n'auront pas pu développer avant. Et c'est hyper chouette, il en faut. C'est des gens en général plus jeunes, qui sont dynamiques, qui ont envie de mettre la main à la pâte un peu dans tout et tout. Et ça, il en faut dans une équipe. Enfin, moi, je trouve que c'est nécessaire d'en avoir dans une équipe. Et puis, ça t'apprend aussi les derniers mots de langage que toi, tu as oubliés parce que tu as dépassé la trentaine. Et ça enrichit beaucoup le niveau. Et de l'autre côté, il en faut d'autres, tu vois, qui sont beaucoup plus... aguerris dans ce qui est le monde du travail, les process, l'organisation, qui est vraiment un gros pan du métier d'archi d'intérieur. Et je pense que d'ailleurs, ça répond à la question que tu me posais précédemment, qui est pourquoi l'agence fonctionne. Je pense que c'est parce qu'on est très processé. Et je pense que c'est le seul moyen aujourd'hui d'avoir une agence d'archi, d'être rentable, de pouvoir faire des choses que tu aimes et de progresser, c'est d'avoir des process hyper carrés. Malheureusement, en agence d'archi, tu n'apprends pas du tout de process d'école de commerce, d'entrepreneur, et tu apprends ça sur le terrain. Mais je pense que c'est nécessaire d'avoir ça. Ouais, justement, c'est ce que j'allais te demander. Les process, vous les avez mis en place de par vos expériences ou en échangeant avec d'autres agences ou alors en vous formant en autodidacte, je sais pas, sur les réseaux, je sais pas. En fait, on a beaucoup observé au fur et à mesure ce qui marchait pas. Et le fait d'être deux permettait de se dire... non mais attends, là, on a fait n'importe quoi sur ce projet-là. On l'a fait, je sais pas, en 6 mois. On aurait pu le faire en 4 mois si c'était passé ça, à tel moment. Tu vois, ou de se poser la question aussi après de, OK, on a manqué de quoi ? Et à quel moment on aurait pu faire mieux ? Et je pense qu'on est dans cette recherche de toujours se dire comment on optimise le temps. Alors évidemment pour nous, mais en fait, la première question qu'on se posait, c'était comment optimiser le temps pour nos clients. Tu vois, de se dire, on a un client, il a envie de rentrer pour la fin août parce qu'il y a ses enfants qui rentrent à l'école en septembre, ou une cliente qui est enceinte et qui va accoucher à tel moment. Tu vas pas repousser la date de l'accouchement. Tu vas pas repousser la date de la rentrée scolaire. Donc, hyper relou si tu as 1 mois et demi de retard ou 2 mois de retard sur ton chantier. Enfin, tu vois, ou tu vas pas mettre tes clients 2 mois à l'hôtel avec un nourrisson. Enfin, c'est pas concevable. Et en fait, même si ton projet, ta conception, elle est extraordinaire, que tu as fait des produits magnifiques, de matériaux, d'appareillage, des choix durables, qu'il n'y aura pas de problème, mais que tu as 2 mois de retard, ton client, à la fin, il va juste retenir que tu as 2 mois de retard. Et que tu lui as flingué le début de sa vie, de son 3e enfant, et qu'il était hyper stressé. Non, mais tu vois, il va retenir ce truc d'expérience de vie de merde, et il va oublier, en fait, le fait que tu aies géré d'autres sujets. Ouais. Donc, en fait, c'est un no-go. Et tu peux pas... si t'as pas les basiques de « je respecte le budget et je respecte le délai », en fait, tu t'engages sur du vent et ça va forcément mal se passer. Déjà que des travaux, forcément, ça se passe mal. Tu vois, il y a un moment, il faut arrêter de vendre à ses clients que ça va être cool. Non. Des projets de particuliers, c'est pas cool. T'as des merdes, tu t'enlèves un carrelage, tu te retrouves chez le voisin parce que t'es dans un haussmannien qui a jamais été isolé. Non, mais c'est vrai. Tu t'enlèves des verres d'une fenêtre. En fait, ton verre il date d'il y a 300 ans et t'as la fenêtre qui pète sur la gardienne. Histoire vraie d'il y a 15 jours. Ah oui. Mais oui. Alors que le mec, il dépose sa fenêtre normalement. C'est juste qu'il y a un truc qui claque en même temps. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. T'es dans de l'opérationnel pur et dur avec des mecs qui sont quand même pas... la crème de la finesse sur place. Non, mais tu vois, tu dois coordonner des milieux sociaux hyper variables entre des clients qui peuvent être hyper luxe et des mecs de chantier qui ont pas du tout les mêmes préoccupations dans la vie, pas du tout le même goût du détail, puis pas l'opportunité de se poser cette question surtout. Tu vois, c'est des enjeux tellement variables avec un spectre très large que si tu mets pas des process très détaillés pour tout le monde, pour tes clients et pour tes artisans, le truc, il se rencontre à aucun moment. Enfin, tu vois, à aucun moment, ça peut bien se passer. Ouais. Je pense que si tu définis pas un cadre... Et justement, tu as des exemples de process que vous avez mis en place qui ont été hyper efficaces. Vous avez vraiment vu l'avant-après, ça vous a aidé dans le business. Ouais. Déjà, on écrit tout. On écrit tout. Alors ça, c'est la base de la base. Tous les archis qui montent leur boîte, qui sont auto-entrepreneurs, qui veulent monter une multinationale... En fait, on fait face à des humains. Et les humains, moi la première, oublient
des choses, tu vois. Et puis tu dis un truc, mais on le voit tous les jours avec, je sais pas, nos conjoints, nos enfants, nos amis. Il y a un moment, on se dit... non, jamais j'irai travailler à Dubaï parce que c'est pas du tout dans mes valeurs, c'est vraiment horrible cette ville, c'est trop concept. Et puis 3 ans plus tard, tu te dis, bon, bah, j'ai eu 4 opportunités, en fait, c'est pas si terrible, bon, bah, j'y vais. Tu vois, Et c'est ça, les humains. Et à l'échelle d'un chantier, c'est exactement la même chose. Au début, ton client, il te dit, non, mais c'est mort, jamais je mettrai du rose dans la salle de bain, c'est catastrophique. Et puis, faut pas refaire l'électricité, faut se repiquer sur l'existant. Et puis, quand t'arrives le chantier et qu'il voit que ses fils, ils sont même pas gainés, il te dit, bah non, il faut refaire toute l'électricité, bien sûr, évidemment, mais vous êtes complètement inconscient de pas me l'avoir dit. Alors que toi, t'as envoyé 3 mails, si t'as écrit, en disant, il faut refaire toute l'électricité. Mais si t'as pas écrit ce mail, c'est toi l'incompétent. Ouais, bah, c'est clair. Parce que tu lui aies dit 3 fois, il s'en cogne. Lui, il s'en rappelle pas. Lui, il est juste dans l'émotion, il se rappelle ce qu'il veut. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui. Et c'est normal, c'est un humain. Donc, l'humain, il a la mémoire qui twiste hyper vite. C'est pas forcément... Ah oui, pendant 1 an ou 2, tu te dis... non, mais il est complètement de mauvaise foi. Non, mais elle est complètement de mauvaise foi. Et à un moment, tu peux pas dire que tout le monde est de mauvaise foi. Enfin, tu vois, le monde entier n'est pas de mauvaise foi. Le monde entier est par contre humain. Et si t'as pas bien amené les choses, que t'as pas bien expliqué, c'est toi qui as pas assez bien expliqué. Et c'est à toi de te responsabiliser en tant que chef d'orchestre. C'est toi qui drive. Donc, c'est toi qui explique, c'est toi qui encadre, c'est toi qui mets les bases et c'est toi qui dois être clair. Donc, si ton client, il a rien compris de ce que tu lui as dit, peut-être qu'il est débile, mais si tu commences à dire que tous tes clients sont débiles... tu t'en sors pas, quoi. Tu vas vraiment avoir un problème, tu vois. Donc, c'est qu'il faut mettre... C'est que ça va pas, en fait, et c'est ce qu'on s'est dit avec Audrey. On s'est dit, mais attends, ça fait 3 projets où nos clients ne comprennent pas ce qu'on a dit pour nous de façon très claire. Bon, bah, c'est que ça marche pas. C'est qu'on l'a pas dit de façon très claire. Donc, en fait, on s'est dit, bon, bah, si on écrit une feuille et qu'on la fait signer en bas à droite, ce sera peut-être plus clair. Donc, à chaque phase, c'est quoi? Vous faites des comptes rendus de chantier? À chaque phase, vous faites signer? Ouais, vous protégez. Ah, là, mais tu fais les DCE, les 150 pages de dossiers de plan, ils sont signés. Ouais. Tous les comptes rendus de tout, avec les entreprises... avec les réunions avec les clients, etc. Il y a des comptes rendus de tout, mais de chaque chose. Ouais. Après, vous avez de gros chantiers, je suppose, mais quand tu as des chantiers plus petits, ça fait pas peur à l'artisan de signer un dossier avec 150 pages. Enfin, le mec, il se dit pas, attends, je vais pas signer. C'est le client qui signe. Ouais. Mais c'est le client qui signe, et l'entreprise, tu lui donnes le dossier, elle fait son chiffrage sur la base du dossier. Si ton dossier il fait 150 pages, que tu as l'épaisseur des étagères, les écarts entre les étagères, que c'est du béton ciré à tel endroit, que là tu as une plaque de marbre qui fait 2 cm, je dis n'importe quoi, que ton miroir il est vieilli et piqué et pas qu'il est lisse, et que tout est écrit, ton mec il fait un chiffrage là-dessus, son chiffrage, t'inquiète pas que tu vas pas te retrouver avec un petit Word où il y aura le prix global. Il va te faire un chiffrage de 30 pages et il pourra pas se planter. Et après, tu lui fais signer le fait que si c'est planté sur le chiffrage, c'est pour sa pomme. D'accord. Et s'il signe, c'est pour sa pomme. Et donc, ils acceptent de signer. Parce que c'est vrai que nous, en formation, c'est ce qu'ils nous disent aussi, c'est que sur le papier, c'est très bien, mais quand tu fais des petits chantiers, il y a plein d'artisans, ils vont te dire moi, je signe pas ça, ou des choses comme ça. Ou alors, ils reçoivent pas le dossier parce qu'ils estiment que c'est trop long et qu'ils vont pas le lire. Tu vois, Et c'est là où tu expliques à ton client que tous les prix sont dans la nature. Et donc, tu as un artisan qui va te faire du 1 400 € du mètre carré, qui va jamais rien te signer, et ça sera le bordel. Ouais. Mais ça sera 1 400 € du mètre carré. Et peut-être qu'il sera arrangeant, qui va ajouter 3 prises, te faire un faux plafond qui n'était pas prévu parce qu'il y a tel truc qui passe dedans. Ok. Et c'est ce prix-là. Par contre, ça va être en retard. Ça va être le bordel, et puis ton carrelage, il sera peut-être pas hyper droit dans la douche, mais bon... ça se verra pas trop. Non, mais tu vois, non, mais c'est vrai, c'est des trucs qui arrivent. Ouais. Et par contre, t'as une entreprise qui va te faire du 2200 € du mètre carré, mais qui va te faire un vrai devis, qui va te signer un délai. Voilà. Et t'es sûr que ce sera respecté. Et qui va revenir si t'as des joints qui pètent. Ouais, mais ça, c'est vrai qu'on rechigne souvent
sur les devis. Alors moi, j'ai divisé une maison en 2 studios. Et c'était vraiment... j'étais encore en ressources humaines, donc comment te dire que la suivi de chantier, j'y connaissais que dalle. Et j'ai les artisans qui viennent avec des écarts de devis, mais en milliers d'euros. Moi, naïvement, avec mon salaire, je débute ma carrière, je me dis, je vais prendre le moins cher. Et sauf Évidemment. que c'est ça. Et après, le mec, il t'annonce que les toilettes, en fait, faut faire une saignée parce que c'était des un sanibroyeur. Sanibroyeur, voilà. Et que finalement, il faut mettre des toilettes normaux et que du coup, il te facture 3000 balles de plus. Donc toi, tu les as bien là, tu vois. Et en fait, c'est des choses que tu apprends par le système de plus-value. Ouais, par la force des choses. C'est ça. Voilà. Il était moins cher et puis il a fini par être le plus cher, quoi. Mais t'imagines pas le nombre de clients qui nous ont dit non mais vous êtes folle, vous nous dites ce prix-là de travaux, c'est pas possible. Moi j'ai 2 autres archis qui me proposent 30% moins cher. J'ai dit, ok, nous pour ce que vous voulez, la qualité que vous voulez, on saura pas faire. Donc désolé, mais on peut pas. 6 mois plus tard, 9 mois plus tard, il y a 2 dossiers que j'ai en tête, les clients nous ont rappelés en nous disant on vous rappelle quand même, juste pour vous dire que vous aviez donné le bon budget, parce qu'on s'est pris beaucoup de plus-value. Et en plus, on est sûr que si on avait été avec vous, ça aurait été déjà fini, parce que là, on a pris 3 mois de plus de travaux. Voilà. Mais parce qu'en fait... Tu vois, c'est aussi le truc de tous les prix sont dans la nature. Oui, mais tu as beaucoup d'archis aussi qui ont envie de sceller un dossier. Tu as un client qui arrive qui dit moi, j'ai mis 500 € du mètre carré en prix. Ils disent oui, d'accord. Ils signent un contrat là-dessus. Et en fait, ils savent que ça va être du 2000 de mètre carré in fine. Mais ça, c'est pas très honnête. Mais bon, il y en a beaucoup qui le font. C'est à la guerre comme à la guerre, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais c'est pas un bon calcul dans le sens où... Enfin, nous, en tous les cas, on veut pas faire ça. On préfère perdre un dossier qu'avoir un dossier qui se passe comme ça, parce qu'on se dit que ça, c'est un client qui te rappellera jamais. Et c'est un client qui va jamais te recommander. Ouais, c'est clair. C'est un client qui est déçu et qui... tu vois, et d'ailleurs, il y a un de ces deux dossiers dont des amis ont voulu connaître le nom de leur archi et savoir comment ça s'était passé. Ils ont dit que ça s'était hyper mal passé, mais qu'ils ont failli partir avec nous. Et du coup, ils nous ont recommandé. Ah ouais, non. Comme quoi. Non, mais c'est con. C'est eux qui sont ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu dans le truc. C'est idiot. Tu peux pas... Enfin, voilà. Et justement, comment tu gères ça quand tu es en début de carrière? Parce que quand tu as une agence qui tombe bien, avec une certaine notoriété, parfois, peut-être que tu peux te permettre de refuser des dossiers, mais pour une agence qui se lance, tu penses qu'il faut... Ouais, c'est ça. Au début, tu prends tout. Ouais. Mais bien sûr. Mais on est tous pareils. Hein. Attends, les premiers dossiers qu'on a refusés, on a été tellement fiers. Mais on était aussi tellement flippés. On se disait, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. Non, mais ils ont l'air quand même vraiment fous. Ouais, t'as raison. Et tu vois, mais tu culpabilises ou tu te dis, non, mais le dossier, il va quand même, il est pas tenable, c'est pas possible, on va pas réussir et tout. Donc tu finis par te dire, ok, soit je fais comme au début, mais c'est la porte ouverte à un jour... te mettre une balle dans le pied, tu vois, de tout accepter tout le temps, et c'est de grossir dans le mauvais sens, et de pas réussir à justement te processer, réussir à cadrer des choses. Puis même, maintenant que c'est beaucoup des chefs de projet qui sont en front avec les clients, là, tu as une double responsabilité, parce qu'au début, les projets, on les faisait complètement nous-mêmes avec Audrey. Mais là, le client que tu sens pas du tout et que tu penses être un peu dingo, celle qui va gérer, c'est une chef de projet que tu as embauché. Donc, tu vois, tu as quand même une responsabilité morale derrière ta responsabilité de direction. C'est te dire, tu vas refiler quand même quelqu'un que tu n'aurais pas du tout envie de te farcir à quelqu'un de ton équipe. Ouais. C'est moyen. C'est vous qui acceptez les dossiers encore? Tous les dossiers passent par vous ou non ouais. Nous, tous les dossiers passent par nous et on regarde évidemment toutes les créas. Il y en a toujours au moins une de nous deux qui est dans les conversations WhatsApp et dans tous les échanges de mails. Par projet, on s'attribue quand même toujours quelque chose. Et il y a des projets sur lesquels on est beaucoup plus, des projets sur lesquels on est moins. Puis ça dépend aussi de la seniorité de la chef de projet et du fit avec le client. Voilà. D'accord. Donc il y a des clients qui fit complètement en fusion avec la chef de projet. On n'a pas du tout besoin d'être là. Donc ils sont devenus meilleurs potes avec la chef de projet. Ils nous ont complètement oubliés, nous on est derrière. On est là quand même. On a notre mot à dire. Mais tant mieux, tu vois, quand ça se passe comme ça, c'est que c'est hyper chouette. Ça répond pas du tout à ta question de base, je sais plus laquelle c'était.
Dis-toi, mais moi, je me suis perdue. Bon, c'est pas très grave. Ça n'enlève pas au fait que c'est intéressant. Non, par contre, j'avais une autre question. Je l'avais sur le bout de la langue. Ça va revenir. C'est terrible. Oui, non, du coup, vous avez combien de projets en simultané ? On en a une quarantaine. Ah ouais, quand même. Ouais, on en Et a vous êtes... vous répartissez entre vous deux, mais vous êtes quand même à chaque fois dans les projets... Plus ou moins. Oui, plus ou moins. Alors, moi, il y a des projets sur lesquels je ne suis pas dans le sud. On a une agence à Cannes avec entre 8 et 12 projets en simultané, je ne saurais pas dire, mais une dizaine, quoi, depuis 1 an et demi. Et ça, c'est beaucoup Audrey qui les gère. D'accord. C'est Audrey qui me quitte pour le soleil petit à petit. Et franchement, je ne vais pas lui donner tort. Quand tu vois 15 degrés au mois de juin. C'est ça. Ça va. Non, et donc ça, j'ai pas le regard sur tout parce que c'est beaucoup elle qui les gère. Et de la même façon, il y a certains projets parisiens sur lesquels elle a très peu le regard parce qu'elle ne peut pas être à la fois full dans le sud et Paris. Donc non, mais il y en a toujours une de nous deux, oui. Et les plus gros projets, toutes les deux. Ah oui. Et de toute façon, on passe sur toutes les conceptions, on fait nos caprices. Voilà. Après, on laisse beaucoup de liberté à nos chefs de projet parce que déjà, si on les a recrutés, c'est qu'on leur fait complètement confiance sur... parfois, on met des vétos. De la même façon qu'on s'en met mutuellement avec Audrey, on en met aussi à nos chefs de projet. Et puis voilà, on en rigole, personne ne se vexe. C'est ça, la créa, c'est aussi subjectif. Puis après, elles nous connaissent aussi, tu vois. Elles savent qu'il y a des trucs sur lesquels... je suis chiante, des trucs sur lesquels Audrey est, et puis on s'adapte. Après, Et on choisit les projets à attribuer aux chefs de projet en fonction des clients aussi. Donc en fonction de leur nature et en fonction de leurs envies en design. Donc on montre aussi les projets qui sont plus faits par une telle et pour savoir si ça leur va ou s'ils préfèrent les projets d'une autre. On voit en fonction de leurs appétences. Et justement, parce que je trouve que vous avez quand même une certaine identité visuelle. Mais à partir du moment où tu recrutes... du coup, c'est des personnes créatives de façon différente, avec d'autres goûts, d'autres idées. Comment vous arrivez à avoir cette identité visuelle malgré tout, alors que vous avez quand même plusieurs parties prenantes au sein d'un projet ? Mais c'est marrant, mais on n'a jamais cherché à avoir une identité visuelle. Ah ouais ? Au contraire, on était hyper fiers de dire tous nos projets sont hyper différents. On fait du très contemporain, on fait du très ancien, on fait du, on fait du black and white hyper brut masculin, on fait du hyper girly rose avec des pompons verts. Enfin vraiment, tu vois, on fait de tout et tout le monde nous dit qu'on a une identité visuelle. Et alors à la fois on est contente parce que j'imagine que ça veut dire qu'on est devenus des vrais archis. Enfin, tu vois, qu'on vous reconnaît. Ouais, voilà, exactement. Qu'on nous reconnaît. Et il y a même, et je me suis j'avais pas vu qu'on avait reçu certaines photos d'un shooting et j'ai découvert les photos de ce shooting quand notre community manager les a mises sur Pinterest. Mais j'avais pas vu que c'était je pensais pas. Je me suis dit c'est marrant, ça ressemble à ce qu'on fait. Et après j'ai dû bien faire 3 photos en me disant mais c'est nous qui l'avons fait ça. Tu vois, c'était pas. Et je me suis rendu compte comme ça que effectivement c'est vrai qu'il y a un truc qui. Mais alors te dire comment il émerge, aucune idée. Ouais, bah du coup finalement ça se fait naturellement en fait. Ah oui, ça se fait naturellement. Vous arrivez à le transmettre en fait à vos chefs de projet. Ouais. Okay. C'est pas du tout. Et pour autant, elles viennent d'univers différents, elles viennent elles ont des âges différents. C'est pas du tout des compis conformes, tu vois. C'est vraiment des chefs de projet très variables. Ok. Donc aucune idée. Ça t'aide vachement. J'allais dire, au moins on vous reconnaît, c'est bien, on vient pour vous. Ouais. Après, on vient aussi parce que justement, on s'adapte aussi, tu vois. Ouais. On a quand même, les briefs clients qu'on a sont hyper différents et on se réadapte à chaque fois. On prend pas les mêmes matériaux, on prend pas les mêmes luminaires, on prend pas les mêmes. On essaye vraiment de toujours changer un maximum de choses. Après, on a des clients qui nous disent, j'ai adoré cet appart, je veux à peu près le même. Ah ouais, il y a des gens qui demandent ça ? Ouais. C'est particulier quand même, parce que tu peux aimer, mais de là à vouloir le dupliquer pour chez toi. Bon, ils te le disent pas comme ça, mais ils te disent j'ai vraiment adoré ça, j'adore cette salle de bain, c'est mon rêve d'avoir une salle de bain comme ça. Tu vas pas lui faire une salle de bain différente, enfin, tu vois, tu vas mettre les mêmes matériaux. Après, t'adaptes un peu au fur et à mesure, mais tu sens que le projet que tu es en train de faire, il va quand même beaucoup ressembler à l'autre. Donc, mais on essaie de le faire le moins possible, ça, vraiment. Ok.
Et du coup, l'agence, ça fait un moment qu'elle existe quand même. Est-ce que depuis votre création aujourd'hui, vous avez senti quand même un changement du métier, voire même vous, quand vous êtes lancé et que vous suiviez d'autres agences plus anciennes, plus ancrées, tu sens qu'il y a eu un switch quand même? Parce que je trouve quand même qu'on a l'impression qu'il y a ce changement un peu avec les jeunes archis qui sont à fond sur les réseaux, hyper forts puisqu'ils ont compris que c'était nécessaire. Et les anciennes maisons d'archi qui sont les réseaux, ils n'en ont pas besoin, on va dire. Enfin, toi, à ton niveau, tu as remarqué un changement quand même avec tes expériences Alors, je trouve que le changement... Alors, évidemment, tu as le changement d'usage des réseaux sociaux, médiatiques, et la vitesse à laquelle ça se fait facilement aussi. Ça, c'est indéniable. Mais je pense que tu as un changement plus profond que ça. Déjà, dans les années 70-80, tous les archis qui émergeaient, c'était des hommes. C'est que des hommes. Les archis célèbres dans les années 70, 80, 90, très peu de femmes. En plus, ils avaient tous un peu le statut soit décorateur, soit architecte des PLG, qui se sont mis à faire de l'intérieur. Et entre-temps, a émergé ce métier un peu bâtard d'architecte d'intérieur. Non, mais ce métier n'existait pas. Enfin, tu vois, c'est vrai. C'est un métier nouveau. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a pu clouter sur sa porte le fait d'être architecte d'intérieur. Il y a un énorme trou dans la raquette d'un point de vue législatif. Voilà, ça, c'est terrible. C'est terrible. Tout le monde peut le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme reconnu par l'État. Enfin, architecte des PLG, tu es reconnu à un ordre. C'est hyper encadré. T'as un truc qui est hyper spécifique. T'as des assurances. T'as une dommage ouvrage, t'es technique, tu t'es tapé 7 ans d'études, t'es payé 1500 balles au lance-pierre pendant 10 ans quand tu bosses chez des grands noms, mais si tu montes pas ton truc... Enfin, tu vois, c'est quand même un métier très rude. Et ça l'a toujours été. C'est soit tu émerges et t'as une vie de dingue et une agence de dingue, soit t'es un peu gratte-papier toute ta vie. Tu vois, c'est pas... Décorateur, c'était souvent des fils de figues, enfin tu vois, où ça passait par le cinéma, où ça passait par... Il y avait plein de façons d'être décorateur, mais c'était très prestigieux, mais de milieux sociaux déjà très prestigieux en général, et pour des gens extrêmement prestigieux, ou de l'hôtellerie, du B2B. Mais c'était des métiers complètement différents. Aujourd'hui, tout le monde décore sa maison. C'était pas du tout le cas. Et en même temps, je trouve que c'est très chouette que ça évolue, mais c'est en cours d'évolution, c'est pas fini. Il y a la rémunération des archis HMO, elle est au pourcentage du montant des travaux. Le décorateur, il y a des espèces de grilles tarifaires au mètre carré. À la fois forfait, à la fois pourcentage. Voilà. L'archi d'intérieur, il navigue à vue, il choisit un peu ce qu'il veut. Tu vois, c'est pas... Tout est encore à faire. Les archis d'intérieur qui se rémunèrent au forfait, a priori, ils crèvent la dalle. Voilà. Ceux qui se rémunèrent au pourcentage des travaux, ils n'ont pas vraiment le droit. Enfin, tu vois, c'est un truc un peu mixé parce que tu n'es pas maître d'œuvre. Donc, en fait, c'est un peu... le métier a vraiment changé parce qu'en fait, c'est pas qu'il a changé, c'est qu'il est nouveau. Ouais. C'est un entre-deux. Et tu peux maintenant... nous, on est architecte d'intérieur et on collabore avec des archis HMO qui font pour nous toute la partie demande à la mairie, le suivi des sujets structurels, ouvrir une trémie, faire une surélévation. Donc, en fait, le client, il a un architecte d'intérieur qui coordonne le tout, y compris l'archi HMO. C'était du jamais vu il y a 10 ans. Enfin, tu vois, c'était pas du tout comme ça. Et les archis HMO, ils sont dans votre agence ou non? C'est des prestats ou des... Non, c'est en externe. Nous, on n'a pas d'assurance décennale. C'est ce que j'allais te demander du coup. Ah oui, ok. Non, nous, on n'a pas. Nous, on arrive, on est consultante en fait. Tu vois, t'es consultante en architecture d'intérieur. Tu proposes d'orchestrer un tout, de créer, mais tu vois, partout c'est écrit que nos plans sont pas des plans d'exécution, parce que on n'est pas des sachants, on n'est pas un couvreur, un étancheur pour une terrasse. C'est pas à nous de lui dire où il doit mettre ses couches d'étanchéité, ce qu'il doit mettre comme truc. Nous, on est là pour orchestrer, s'assurer que le mec il ait ses assurances, qu'il soit de bonne foi, que ils vont pas se marcher dessus avec l'entreprise travaux, que le mec qui va poser la pergola il va arriver à la bonne date. Et tu vois, on est là pour tout coordonner.
Mais on peut pas être plombier, électricien, couvreur, étancheur. Enfin, ça n'a pas de sens de demander ça à un archi d'intérieur. Ouais, c'est clair. Mais du coup, il faut être hyper au clair aussi sur le fait qu'on n'est pas des maîtres d'œuvre. On n'est pas on n'a pas de dommage ouvrage. Et il faut savoir dire aussi, là, ça dépasse mes compétences et surtout mes assurances. Donc, on fait un binôme avec des HMO. Et on a en interne des archis, mais je sais pas, c'est pour leur savoir, voilà, c'est pas pour leurs assurances ou leur signature, pas du tout. D'accord. Mais donc du coup, au niveau des plans, vous faites les maîtrises quand même C'est vous qui les faites? Parce que c'est vrai que nous, en formation, ce qu'on apprend, c'est à partir du moment où tu fais des plans avec des mesures, tu es obligé d'avoir une assurance décennale. À partir du moment où tu transmets ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une ambiguïté entre le métier d'architecte d'intérieur et le métier d'architecte HMO. Il y a une ambiguïté parce que tu es rémunéré un peu de la même façon, mais tu n'es pas soumis aux mêmes lois, tu n'es pas soumis au même diplôme, tu n'es pas soumis aux mêmes trucs juridiques. Mais non, tous nos plans, ils sont faits par des géomètres. C'est un géomètre qui vient, qui réalise des plans, et puis tous nos plans sont cotés, tous nos plans sont des... Tu regardes nos dossiers de plans, c'est des plans techniques. Ouais. C'est des plans pareils qu'un archi HMO, en vrai. C'est juste qu'on n'a pas le diplôme et qu'on n'a pas les assurances pour. Ouais. Et qu'on n'a pas le savoir sur la construction. Voilà, après, archi HMO, tu es supposé faire de la construction, de la surélévation. En général, tu fais pas archi HMO pendant 7 ans pour aller faire des apparts haussmanniens chez les gens. Tu vois, c'est assez rare comme transition. D'ailleurs, tous les archis HMO, en général, ne veulent pas du tout faire de l'intérieur. C'est pas leur métier. C'est pas le métier pour lequel ils ont fait archi HMO, en tout cas. Ouais. Évidemment, il y a des parcours différents. Je pense à Bertie, notamment, qui est hyper doué en tant qu'architecte d'intérieur. Des intérêts aussi qui se développent avec les années. Voilà. Mais sinon, c'est pas pour ça que tu fais de l'intérieur en général. Tu as des exceptions dans tous les domaines. Mais c'est vrai qu'il y a un vide, il y a un vide juridique énorme. Qui est terrible. Mais même quand tu poses la question, mais vraiment quand tu poses la question de façon honnête à tes profs, en tout cas nous, nos profs, quand on leur dit, mais en fait, juste expliquez-nous c'est quoi la différence entre une décoratrice, une archi d'intérieur et un archi, parce que les devoirs qu'on doit rendre, ils nous demandent des trucs hyper techniques, limite t'as l'impression qu'il faut tout savoir. Et en même temps, quand tu es sur le terrain, on te dit ah oui, alors par contre, c'est pas à toi de faire ça, puis ça, au niveau responsabilité, t'as pas le droit de le faire et tout. Et en fait, il y a vraiment un vide et j'ai l'impression que personne ne sait vraiment ce qu'on a le droit de faire ou pas. Non, c'est bâtard. C'est terrible. Mais je pense pas que ça va... Enfin, je me dis, ça va pas durer. C'est pas possible, tu vois. Il y aura forcément des limites je pense qu'il y a un moment où il va falloir qu'il y ait une législation qui se mette en place par rapport à ça, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, on n'est pas architecte HMO. Donc on le fait. T'as rien qui, noir sur blanc, nous interdit de le faire. Ouais. En vrai, du coup, on met 4 phrases sur nos contrats pour bien spécifier qu'on n'est pas maître d'œuvre. Et qu'on se rémunère comme ça, parce que c'est la seule façon juste qu'on ait trouvé d'avoir des honoraires qui correspondent à notre travail. On a tout essayé. On a fait des histoires pas possibles pour essayer d'avoir des prix au mètre carré juste, machin. En fait, on n'a pas les mêmes typologies de clients. On fait de 2 000 € du mètre carré à du 7 000 € du mètre carré. Donc, tu peux pas avoir le même prix au mètre carré. Donc, si tu es dans du très haut de gamme, tu n'as pas du tout les mêmes dessins, le même nombre de plans que si tu es dans du milieu de gamme plus. C'est pas pareil. Donc, tu vois, il y a un spectre qui est hyper large. Je pense que quand tu es un archi qui a la même typologie de clients tout le temps, la même gamme de finition, et il y en a plein, je pense que là, tu peux établir un prix au mètre carré en conception parce que tu sais ce que tu vas avoir comme produit fini et comme budget final. Je pense que quand tu es comme nous, avoir un spectre très large, c'est pas possible. Et du coup, la maîtrise d'œuvre, c'est les archis avec qui vous bossez qui la font? Non, mais ça dépend des TCE. Soit on a besoin d'un archi maître d'œuvre avec une décennale, parce qu'il y a des sujets qui sont trop techniques. Par exemple, mettre une piscine au 2e étage d'une maison. Ce qu'on fait actuellement, tu vois, la piscine, il faut faire tout un renfort énorme. Il y a 18 reprises de structure dans la maison. On a dit, ça serait bien qu'il y ait un petit architecte quand même avec nous. Et il y a des terrasses dans tous les sens, des sujets d'étanchéité, on reprend toute la toiture, etc. On a dit,
Un archi, c'est nécessaire là pour le faire. Et puis c'est très bien, on collabore hyper facilement. Les sujets de toutes les décennales sont pris en jeu. Quand tu es dans un appart qui fait 120 mètres carrés, tu n'as pas de reprise de structure, etc., tu as une décennale qui est déjà faite par l'entreprise travaux. Tu n'as pas besoin de mettre une décennale sur une décennale sur une décennale. Ça n'a pas de sens. Tu vois, tu as déjà la décennale du bureau d'études s'il y a besoin, la décennale de l'entreprise travaux. Tu as des décennales qui sont déjà mises en place et qui sont faites pour ça. Donc là, tu n'as pas besoin. Ah oui, donc du coup, vous, niveau responsabilité, en fait, sur le chantier, vous n'en avez pas, du coup. Non, nous, on a une responsabilité de conseil, de devoir de conseil. D'accord, ok. Ah, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un milieu qui est terrible. Mais comme tu dis, c'est hyper bâtard et faut que ça se cadre parce que là, c'est... Bah oui. Et puis, tu vois, les archis HMO, ils ont beaucoup plus de difficultés à monter leur boîte d'archi d'intérieur. C'est fait aussi pour ça. Parce que déjà, ils ont la décennale à payer, qui est quand même hyper chère, et ils sont obligés, eux, de le faire. Ils sont obligés de prendre les responsabilités sur le chantier, et en fait, ils ne sont pas rentables. Parce que trop de responsabilités pour trop peu de rémunération. Ouais, puis va facturer au client... je sais pas combien d'honoraires, alors que l'archi d'à côté qui a pas toute cette responsabilité, qui facture beaucoup moins cher. Exactement, tu peux pas. Ouais. Et justement, vous, en termes de rentabilité, aujourd'hui, vous êtes rentable J'espère bien quand même. Vous arrivez à vous payer après ça temps. On est 15 à l'agence quand même. Il y a un peu de renta, quoi. Oui, je te rassure. C'est possible d'être rentable à un moment. Oui, bien sûr, mais je pense qu'on est rentable parce que justement, on est là en tant que qualité de conseil et qu'on n'est pas archi HMO, qu'on n'a pas ces frais-là associés et qu'on est hyper processé. C'est un mot sympa pour dire chiante. mais c'est vrai, tu vois, ça file droit, quoi. Et c'est rythmé. C'est sûr, ça va vite. Et pour les clients, ça peut être aussi parfois un peu trop vite, mais en fait, on leur demande d'être réactifs parce que, ok, tu veux un chantier qui se termine en 5 mois de travaux, mais tant qu'on n'a pas ficelé notre dossier et nos 150 pages de dossier de plan et qu'on n'a pas fait un chiffrage qui va être précis au nombre de miroirs près, tu n'auras pas ton budget et donc tu ne vas pas pouvoir commencer tes travaux, à part la démol. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, ça va. Donc, en fait, on les relance, on leur envoie les DCE, on leur explique, on fait une réunion. Et s'ils jouent le jeu, par contre, on est pile on time dans tous les sujets et dans le budget. Voilà. Mais on fait des tableaux de fourniture avec tous les prix auxquels ils ont accès. Donc, ils savent que s'ils font un craquage sur « Ouais, non, mais en fait, cette pierre, je préfère, on va la prendre », plus 7 000 €, c'est pas de notre faute, c'est de leur faute. Voilà. Nous, on avait bien pris la pierre qui rentrait dans le budget. Non, mais tu vois, ils voient l'impact directement. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas de discussion non plus. Et je pense qu'on perd beaucoup moins de temps avec cette transparence qu'on a avec nos clients en permanence que beaucoup d'archis qui leur laissent peut-être moins de vision sur tout leur travail en backstage. Donc, je pense que nous, ils voient tout ça. Ils voient toutes les fournitures, des robinetteries, des vasques, Alors, c'est à double tranchant, tu vois. Tu peux avoir des clients un peu mindset financier qui se disent « Non, mais en fait, ce Gébérite de toilette, je l'ai vu à 186 € de moins sur tel site internet. » Là, c'est pareil. C'est le client, tu lui dis « Bon, soit tu vas grappiller 186 € sur le devis et que tu t'occupes de toutes tes livraisons, soit tu le laisses gérer, c'est son fournisseur professionnel. » Mais en fait, ton client, il n'est pas débile. Il comprend. Tu lui expliques, bah oui, mais lui, il va avoir des prix pro, ça fait partie de sa marge, c'est un entrepreneur, et il va les acheter chez un mec professionnel pour pouvoir avoir tout livré au même endroit, sans problème de livraison, et pas faire un SAV pour tous les articles. Ton client dit, ah bah oui, tu vois, il retranspose sur son expérience propre, sur son métier propre, et il comprend. Et il se dit, oui, bah in fine, ça va être quoi ? 3 500 € de différence. Sur un projet à 350 000 €, ça vaut peut-être le coup de ne pas s'emmerder à faire moi-même toutes mes commandes. Tu vois, il y a un moment, si tu expliques et que tu as la transparence, je pense que les gens ils te font beaucoup plus confiance et du coup, ça déroule. Mais c'est pas facile. Je dis pas qu'on a fait ça dès les premières années. Hein. Tout ça a été le fruit de beaucoup d'années de tentatives, d'essais, d'ajustements. Et puis, pour nous, c'est la bonne solution aujourd'hui. Ça veut pas dire que c'est la bonne solution pour tout le monde. Et voilà, chacun trouve son terrain. Il n'y a pas de solution miracle. Et justement, là, tu parlais du coup de l'entreprise de travaux. Donc, en fait, c'est
eux qui font les devis et c'est eux qui font les commandes de matériaux. Ouais. C'est géré entre l'entreprise et le client. Vous gérez pas ces aspects-là. Vous coordonnez, en fait. Oui, non, en fait, l'entreprise travaux, elle va se faire une marge sur toutes les fournitures. C'est normal, c'est des prix professionnels. Un client qui déjà veut grappiller sur toutes les marges professionnelles de l'entreprise travaux, bah c'est no go. Ou alors il va dupliquer le prix de ta pause. Tu vois, enfin, il y a un moment, lui, il doit s'y retrouver. Ouais. Il a des gens à payer, il a des bureaux, il a un service après-vente. Tu veux un service, tu payes ce service. Si tu veux jouer au plus malin, en fait, à la fin, tu perds. Mais à la fin, tu perds. Et ça se voit à chaque fois. Tu vois, là, il y a un projet. J'avais dit au client, quand il négocie les devis, je lui ai dit, c'est pas possible, ça va mal se passer. L'entreprise travaux va te détester, elle va t'en vouloir, elle va nous en vouloir. Ils vont faire des conneries. C'est humain. Quand t'as quelqu'un qui t'insupporte et qui t'a titillé pendant 2 mois à faire des allers-retours, à pinailler sur le moindre centime, forcément, tu peux plus la piffrer au bout d'un moment parce que tu lui fais plus confiance, en fait. Tu te dis que c'est quelqu'un qui respecte pas la valeur de ton travail. Il a rien voulu entendre. Nous, tu vois, après, on est intermédiaire. On n'est pas... tu dis les choses, tu es transparente. Après, c'est ton client. Donc, c'est lui qui décide, en fait. Donc, tu dis, OK, toi, tu appelles l'entreprise et tu lui dis, bah, tu joues le jeu, c'est comme ça. Si tu veux le dossier, ça va être beau. Tu essayes de le motiver, de lui dire, mais non, t'inquiète, il est sympa. Il a juste un sujet où il a peur de se faire enfumer à chaque fois qu'il se passe quelque chose et tout. Mais toi, t'es là, tu fais l'intermédiaire, tu fais au max. Mais l'entreprise, au bout d'un mois, elle n'en peut plus. Donc, l'entreprise, à la fin, ça fait des années qu'on bosse avec cette entreprise-là. On l'adore. Ils ont pris le chantier. Ils étaient à 2 doigts de nous dire à la fin, non, on le fait pas, on le fait pas, on le fait pas. Sauf qu'on s'est dit, mais il n'y a aucune entreprise qui va vouloir bosser avec eux, en fait. Et on a reçu des conneries à la fin du chantier, mais des erreurs. Ils nous ont jamais fait ça. Ils nous ont fait des conneries. C'était pas parce qu'ils voulaient faire mal, c'est que je pense qu'en fait ils l'ont fait par-dessus la jambe parce que ils en pouvaient plus. Impliqué quand même. Bah, perte de temps, perte d'argent, perte de tout, tu vois, perte de confiance, trop nul pour gagner vraiment des clopinettes in fine. Tu vois, quand tu mets le prix que ça t'a coûté aussi de rester un peu plus dans ton appart, de payer. Ouais, c'est clair. De faire les recherches aussi, parce que s'il est capable de te dire que c'est moins cher sur tel site, bien sûr, il a pris le temps de chercher. Le temps passé à négocier. Non, mais c'est... Voilà. Donc, je pense que quand tu fais appel à un service un peu haut de gamme, tu sais que ça te prend... que c'est des sujets qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que si tu veux faire en sorte sur de l'opérationnel, que l'opérationnel se déroule bien, c'est un certain coût. Il faut que ce soit juste, évidemment, il faut que ce soit transparent, mais dès lors que ça l'est, tu cherches pas toujours à tirer la couette vers toi. Je pense que c'est pas un bon mindset. Et nous, notre responsabilité en tant que coordinateur, c'est de faire en sorte, évidemment, que ce soit juste pour notre client, mais aussi que ce soit juste pour l'entreprise, parce que c'est comme ça que ça va faire un beau rendu pour le client. Ouais. Voilà. Mais en fait, c'est hyper facile à comprendre. Bon, lui, ça n'a pas été facile à comprendre. Apparemment, c'est un échec. Mais bon, le chantier est terminé, l'appart est très beau, et voilà, mais tout le monde est frustré et personne n'est, tu vois, tout le monde est dégoûté que ça se soit fini comme ça. Donc, et ça, c'est hyper rare. Et je pense que c'est le genre de clients aussi auxquels il faut savoir dire non. Voilà. Quand tu as des red flags après, au bout d'un moment, tu les repères, quoi. Et justement, vous avez réussi à être rentable à partir de combien de temps ? C'est souvent une question qui revient, moi je le vois avec les autres personnes de ma formation ou même des personnes qui sortent d'école. Souvent la question c'est, punaise, mais à quel moment je vais pouvoir me payer ? À quel moment je vais être rentable ? Parce que pareil, tu as toujours ce flou au niveau des honoraires aussi, où on te dit, quand tu sors d'école, quand tu es junior, tu vas prendre à peu près 8-9%, tu vois, entre 8 et 10, si tu te débrouilles bien. Et en même temps, tu sais pas du tout compter ton temps. Enfin, tu sais pas combien de temps tu vas passer sur le projet, etc. Donc, vous disent de prendre aussi au pourcentage. Ouais. Ah ouais. On ne parle pas du tout de forfait. On dit de prendre au pourcentage. Bon, c'est que ça doit être légal, alors. Ou alors, ça l'est devenu par ça la force des choses. Ouais, je sais pas. Mais ouais, en tout cas, c'est ce qu'on nous apprend. Ouais. Ok. Très bien. Mais donc, du coup, après, tu te dis, ouais, mais ok, je vais prendre, je sais pas, 8%. Sauf que si finalement, le truc, tu passes 150 heures dessus, tu te dis,
Les 8%, ils n'ont peut-être pas été très... A priori, si tu passes beaucoup plus de temps dessus, c'est que le budget augmente. Ou alors, c'est que tu t'es foiré dans ton cahier des charges initial. Et donc, c'est ta responsabilité, c'est pas de la responsabilité du client. Ouais. Et c'est pour ça que le pourcentage, nous, il augmente avec... Enfin, il fluctue avec le pourcentage, le montant des travaux, pardon. En gros, on a un client qui arrive, qui nous dit j'ai 120 mètres carrés, j'ai 240 000 euros de travaux. Donc, du 2 000 euros du mètre carré. On lui dit OK, on visite, on regarde. On dit non, t'as pas 2 000 euros du mètre carré. T'as 2 700 euros du mètre carré. Entre les images Pinterest que tu me montres et la finition que tu veux dans ton appart, la réalité de ton appart et sa localisation et l'entreprise que tu vas vouloir. Ton client, il te dit bon, OK, 2 500 euros max du mètre carré. Tu lui dis d'accord, toi tu fiches tes honoraires, tu le préviens, ça me paraît trop peu, je pense que ça va dépasser pour telle ou telle raison. Et in fine, ton client, il a gagné au loto entre-temps et il arrive à 300... Non, je t'avais dit quoi ? Non, 200... je me suis complètement ratée dans les chiffres. 240 000, je crois que tu l'avais dit. Ouais, sauf que c'était pas ça. Je voulais dire 2 000 euros du mètre carré, donc je voulais dire... Si, c'est ça, 240 000, pardon. Donc 240 000, et finalement, il arrive à 320 000. Du mètre carré, et ça lui pose aucun problème. Puis il te dit non mais en fait je veux pas du grès cérame dans la salle de bain, je veux du vrai marbre, j'adore telle référence de chez machin, etc. Et au fur et à mesure, soit ton tableau il gonfle, ton tableau de budget, mais tu lui expliques, tu lui dis attention, lui il l'a partagé, il voit les montants qui s'additionnent, donc il voit tes honoraires qui s'additionnent. Mais en entre-temps, c'est pas volé, c'est juste que toi, entre-temps, t'as dessiné une bibliothèque de plus, t'as recoordonné tous les artisans pour que ça vienne s'adapter au planning, t'as essayé de pressuriser un tel pour que ça passe plus tôt et qu'on maintienne quand même les délais, t'as appelé un marbrier, t'as fait des échantillons, t'as regardé si ça matchait avec les couleurs, t'as changé la peinture parce que ça matchait pas. Enfin, tu vois, tout ça, c'est du travail en plus, et donc, du coup, ton pourcentage reste le même sur un budget qui évolue. Ah oui, ouais. Donc, t'es payé plus. Ouais, forcément. Ouais. Tu vois ? Donc, si tu es payé 10% comme ça, en fait, c'est juste. Si t'es payé 8% du budget du début et qu'en fait, le truc augmente, ça marche plus. T'es perdant, ouais. Là, t'es perdant. Et c'est pour ça que ça marche pas. Bah, hyper intéressant. C'est des choses qui sont très floues encore, tu peux le constater. Ouais, mais je te rassure, quand on se lance. Non, mais tu vois, pas plus tard qu'il y a 15 jours avec Audrey, on s'est dit qu'on allait essayer de mettre en place des forfaits pour que ce soit juste pour le client et nous, et pas se faire rémunérer au pourcentage. On a tout essayé. On a demandé à des potes qui bossent chez McKinsey de nous aider à trouver, ou des banquiers qui sont hyper... tu vois, ben non, personne n'a trouvé de trucs justes qui marchaient. Donc, pourcentage évolutif en fonction du montant des travaux. Non, ça marche pas. C'est ce qu'il y a de plus juste, c'est le seul truc qui fonctionne. Ouais. Ok. Bah, franchement, Gabrielle, merci pour tous ces conseils. Écoute, avec plaisir. Ça m'a énormément servi et je pense que ça va servir à tous ceux qui nous écoutent aussi. J'espère. Et encore une fois, si jamais il y a des gens qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'on peut vous trouver Audrey et Gabrielle, du coup, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok maintenant. Ah oui, TikTok aussi. Alors moi, je ne l'ai pas sur mon téléphone, mais il paraît qu'on en a un qui est top. Et notre site internet, voilà. Ok. Franchement, merci beaucoup. Ah si, j'ai juste une dernière question. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir pour un prochain épisode ? Je sais pas, un archi, un designer, peu importe, un artisan. Est-ce que tu as une idée ou pas ? Ouais, il y en a plein. Alors, il y en a beaucoup qui sont... et Jus, ils sont trop sympas aussi. Ah oui. Ouais. Bon, il y en a plein, hein, des très chouettes, mais ça peut être chouette pour toi de pouvoir les rencontrer. Super. Ouais. Merci en tout cas pour ton temps. Avec plaisir. Tes conseils. Et puis on se dit à très vite.